Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, mercredi 13 mai, le président Trump vient d'arriver en Chine pour un voyage d'État de 3 jours jusqu'au vendredi 15. Les analyses se multiplient dans la presse, on établit des listes de deals possibles sur les produits agricoles, sur l'aéronautique, sur les terres rares et sur la tech. On évoque aussi la position de faiblesse dans laquelle le président américain aborde ces négociations, du fait de la guerre en Iran qui a été maintenant lancée il y a 2 mois et demi. Et une des questions clés pour Trump va être, est-ce que Xi Jinping va l'aider à sortir de l'impasse dans laquelle le président des États-Unis s'est fourré lui-même en Iran ? Alors, on va parler de tout ça, bien sûr, mais je voudrais d'abord que nous prenions un peu de recul. Est-ce que vous pourriez, Laurence, nous aider à resituer cette visite dans la longue histoire des relations entre la Chine et les États-Unis ? Oui, Romain, on va prendre un peu de champ et partir des tout premiers contacts entre les États-Unis et la Chine qui ont eu lieu au XVIIIe siècle. Rappelez-vous, l'une des raisons pour lesquelles les colons américains ont voulu acquérir leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne en 1776, c'est que cette dernière, en tant que métropole, régulait le commerce de ces colonies, leur imposait des embargos, des taxes, etc. Enfin, c'est ce qui a mis le feu aux poudres côté américain. La Boston Tea Party. Absolument. Avec l'indépendance, les États-Unis ont enfin été libres d'envoyer des navires commerciaux partout où ils voulaient, et notamment vers la Chine, qui produisait quasiment exclusivement à l'époque des produits extrêmement convoités, évidemment le thé, la porcelaine aussi, la soie, etc. Donc, on a vu des investisseurs privés armer des navires pour se lancer dans le commerce avec la Chine. Et qu'est-ce qu'ils offraient en échange ? Alors au départ, les États-Unis n'ayant pas encore de production industrielle digne de ce nom, ce sont beaucoup les productions naturelles de cet immense territoire. Évidemment, les fourrures. Il faut savoir que les castors du continent nord-américain ont été absolument décimés au XVIIe, XVIIIe siècle pour être exportés dans le monde entier littéralement, mais aussi des produits plus inattendus, comme le ginseng. Le ginseng, c'est une racine qui est très utilisée dans la pharmacopée chinoise et qui pousse aussi dans les Appalaches. Le tout premier navire marchand américain à partir faire du commerce en Chine, c'est le Empress of China, qui était chargé de 30 tonnes de ginseng, donc. Il est arrivé à Canton en 1784, c'est-à-dire vraiment très très tôt après la création des États-Unis. Côté chinois, Canton était alors le seul port ouvert au commerce. Le voyage du Empress of China est très intéressant parce qu'il n'est pas du tout parti de Californie pour aller en Chine comme on pourrait le penser aujourd'hui, parce que toute la côte pacifique du continent nord-américain était espagnole à l'époque. Le bateau est donc parti de la côte est, de New York. Il a dû traverser tout l'Atlantique, passer sous l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, traverser l'océan Indien, etc. Oui, ça a pris 6 mois et aux États-Unis encore maintenant, quand on veut dire que quelque chose prend du temps, on dit que it's on a slow boat to China. Merci pour ce point Duolingo, Romain. Je vous en prie. Mais donc, à cette époque, les relations s'établissent entre la Chine et les États-Unis uniquement d'un point de vue commercial. Oui, et les visées commerciales américaines sont quand même relativement prédatrices vis-à-vis de la Chine. Et c'est quand même gênant, compte tenu de l'histoire récente des États-Unis à cette époque. Sa lutte anticoloniale n'est quand même pas très ancienne. Il y a 2 épisodes au cours du 19e siècle qui viennent aggraver cette posture pas très éthique des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Le premier, ce sont les guerres de l'opium dans les années 1840-1850. Les États-Unis suivent les puissances européennes et le Japon dans l'imposition de ce qu'on a appelé les traités inégaux avec la Chine. Dans le cas des États-Unis, c'est le traité de Wangzhia qui a été conclu en 1844 et qui exige de la Chine l'ouverture non plus seulement de cantons, mais de 5 ports en tout, et l'octroi de privilèges d'extraterritorialité pour les Américains qui se trouvent en Chine. Il y a déjà un consul à l'époque. Et le deuxième épisode ? C'est la politique Open Doors de John Hay. Alors là, on est dans les années 1890. John Hay est le secrétaire d'État de William McKinley. Vous savez, ce premier président américain impérialiste. Oui, la grande référence de Trump. Absolument, je vois que vous écoutez bien nos podcasts. Cette politique Open Doors a pour but officiel d'empêcher le démembrement de la Chine par les puissances coloniales, notamment européennes, un démembrement comme un melon, disait John Hay, et de permettre le libre accès de toutes les puissances extérieures
à la Chine. Donc il y a un côté libre-échange, égalité des acteurs, mais en réalité, cette politique limite absolument la souveraineté économique de la Chine. Et c'est d'ailleurs la période que les Chinois appellent aujourd'hui le siècle de l'humiliation. Oui, c'est un terme qui est utilisé par le régime communiste depuis des années. Mais dans cette période, tout n'est pas négatif et je voudrais vous parler de Pearl Buck. Vous avez lu des livres de Pearl Buck ? Bien sûr, Pearl Buck, c'est les livres qu'on lit dans le secondaire. Oui, ou après, si on veut. Pearl Buck est une romancière américaine qui est née en 1892. Elle a vécu une très grande partie de sa vie jusqu'à la quarantaine environ en Chine, où elle avait suivi ses parents tout bébé. Ses parents étaient missionnaires presbytériens. Elle a écrit de très grands romans qui ne sont pas réservés au secondaire seulement. Non, vous avez raison. Vent d'Est, Vent d'Ouest, La mer et la trilogie qui s'appelle La Terre chinoise. Pearl Buck a quand même été prix Nobel de littérature en 1938, donc c'est une grande autrice. Et d'ailleurs, elle est très estimée en Chine jusqu'à présent. Il y a un musée dans sa maison, etc. Mais alors, pour revenir à l'histoire des relations sino-américaines, à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même l'arrivée de la géopolitique dans les relations entre les deux pays. Oui, la géopolitique va prendre beaucoup plus de place. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et la Chine sont alliés contre le Japon. On pense à ce moment-là que les relations vont continuer au beau fixe. Mais le problème, c'est qu'en 1949, la Chine devient une république populaire communiste sous la direction de Mao Tse-tung. Les États-Unis, à ce moment-là, choisissent de rester fidèles à la Chine nationaliste dirigée par Chiang Kai-shek et qui s'est réfugiée à Taïwan. D'où tout le problème aujourd'hui des relations des États-Unis avec Taïwan vis-à-vis de leurs relations avec Pékin. Et donc à cette époque, il n'y a plus de relations ni diplomatiques ni commerciales entre les États-Unis et la Chine continentale. Non, il n'y en a plus du tout. Et pire, les deux pays vont même s'affronter militairement pendant la guerre de Corée. Donc on est entre 1950 et 1953. Les troupes chinoises s'étaient impliquées en soutien des troupes de Corée du Nord et se battent contre des soldats américains qui, eux, sont sous mandat de l'ONU. Ce souvenir des affrontements militaires est aujourd'hui encore régulièrement ressorti par la propagande chinoise quand ils ont besoin de raviver le sentiment anti-américain dans le pays. Mais à partir de quand, alors, les relations entre les deux pays se sont rétablies ? L'évolution s'est faite à partir des années 60 dans le contexte de la rupture sino-soviétique. Les Chinois et les Russes, qui pratiquaient chacun la dictature communiste, n'étaient pas complètement d'accord sur cette idéologie. Et puis, il y a eu aussi une série d'incidents de frontières entre les deux pays en 1969. Côté américain, Henry Kissinger, qui était à ce moment-là dans les équipes de Nixon, a vu l'opportunité d'isoler l'URSS en se rapprochant de Pékin. Il a organisé une visite absolument historique de Nixon à Pékin en 1972. Nixon a rencontré Mao Tse-tung et ça a vraiment totalement bouleversé l'ordre du monde. Ça a tellement marqué les esprits qu'il y a eu un opéra écrit sur cet épisode dans les années 80 par des artistes américains. Ça s'appelle Nixon in China. Et d'ailleurs, il se donnait à Bastille au mois de mars. Vous avez été le voir ? Oui. Et alors ? Mise en scène formidable, René Fleming formidable, mais c'est de la musique contemporaine sur un livret contemporain et sur un épisode historique qui est quand même pas très romantique. Nos auditeurs ne voient pas votre tête, mais il y a du doute. On est dans le dubitatif. Ok, passons. Alors, les relations sont rétablies. Elles sont rétablies quand exactement ? En 1979, sous Carter. Alors, c'est à partir de cela que le commerce se rétablit. Oui, le commerce et les coopérations redémarrent peu à peu dans les années 80. Elles s'appuient sur les réformes économiques lancées par Deng Xiaoping en Chine à partir de 1978. Mais dans les faits, il va surtout falloir attendre la fin de la guerre froide et les années 1990 pour que les décideurs américains, on est sous Clinton à ce moment-là, commencent à développer l'idée que la Chine doit être mieux intégrée au commerce international. Le calcul, c'est que la population chinoise, qui est encore très pauvre à l'époque, s'enrichira grâce au commerce, deviendra une classe moyenne et peu à peu réclamera la démocratie. Dans les années 90, on est dans le contexte de la transformation de tous les pays de l'Est en démocratie. Donc il n'est pas fou de penser que la Chine pourrait suivre le même chemin. Oui, c'est d'ailleurs le modèle qui, dès les années 70, avait été théorisé par l'Allemagne pour accélérer sa réunification, avec la RFA qui s'efforçait de développer le commerce avec la RDA, la Ostpolitik, la politique de l'Ouest, pour attirer justement cette RDA vers la démocratie et le modèle occidental libéral.
Et c'est pour ça, sous la poussée des dirigeants américains, que la Chine a pu rentrer dans l'OMC L'Organisation mondiale du commerce. en 2001, ce qui a produit une explosion absolue des échanges commerciaux de la Chine avec le reste du monde et du PIB chinois. Et la démocratisation n'a pas suivi. Mais non, parce que les dirigeants chinois n'ont pas suivi les demandes de démocratie de la population. On se souvient de Tiananmen, c'était en 1989. Le Parti communiste a mis en place un compromis avec la population chinoise, la prospérité et la sécurité économique, en échange d'une absence de contestation politique. Le résultat qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est une Chine qui est devenue plus riche, mais toujours pas démocratique. Et ça, surtout à partir de l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012. La Chine est devenue de plus en plus nationaliste, autoritaire, ambitieuse dans le reste du monde au travers du programme des nouvelles routes de la soie. Bon, en gros, la Chine est une dictature à la fois communiste et capitaliste. Qui se pose de plus en plus en modèle alternatif aux démocraties européennes et occidentales vues comme déclinantes, les États-Unis au premier chef. Et alors, comment les Américains ont réagi face à ça ? Côté américain, l'optimisme des années 90 s'est évaporé. En 2011, sous Obama, on met en place une nouvelle politique qui s'appelle le pivot vers l'Asie. Il s'agit de renforcer les relations avec tous les pays voisins de la Chine, relations commerciales, diplomatiques, présence militaire, pour encadrer la puissance chinoise. En quelque sorte, c'est un retour à la politique de containment que les États-Unis avaient mis en place vis-à-vis de l'URSS pendant la guerre froide. Mais cette fois-ci, c'est la Chine. Et pendant 15 ans, à Washington, la posture anti-chinoise a été l'une des très rares zones de consensus bipartisan. C'était l'époque où on parlait beaucoup de Graham Allison, cet historien très connu, qui avait sorti un bouquin qui s'appelait « Le piège de Thucydide ». Il expliquait que lorsqu'une grande puissance remplace une autre grande puissance dans l'histoire, ça se produit toujours avec une guerre. Il partait de l'exemple de Sparte et Athènes, et donc il l'applique au cas des États-Unis et de la Chine, et il prédit une guerre inévitable entre les deux puissances. Oui, on voit bien que le sujet est aigu et qu'il est partagé par de nombreux responsables publics, quel que soit leur univers idéologique ou leur appartenance partisane. Mais est-ce que ce consensus bipartisan a résisté à la centrifugeuse Trump ? Le consensus anti-chinois reste très présent, mais depuis janvier 2025, Trump l'a quand même fissuré. Il y a là encore une grande différence entre l'administration Trump 1, très anti-chinoise, et l'administration Trump 2, moins agressive, beaucoup plus faible d'une certaine manière. Je vais y revenir. Mais il y a un deuxième point que je voudrais faire, c'est que côté américain, on a bien pris en compte le coup d'arrêt à l'accroissement de la puissance chinoise autour des années 2020-2022. Pendant le Covid, la Chine était très affaiblie. Il y a eu cette très grande crise immobilière dans le pays aussi. Et puis, enfin, last but not least, le début d'une chute de la démographie chinoise. Et donc, l'idée de l'inéluctabilité de la domination chinoise sur le monde a un petit peu de plomb dans l'aile. Oui, ça c'est pour le contexte, mais vous aviez dit que Trump 2 était relativement faible, c'est le terme que vous avez employé, vis-à-vis de la Chine dans cette deuxième administration. Alors, il vient d'arriver à Pékin, est-ce qu'il y arrive avec un genou en terre quasiment ? Ce qu'il faut voir, c'est que la Chine a répondu coup sur coup aux attaques tarifaires de Trump lancées depuis le printemps 2025, et elle a des cartes en main qui sont extrêmement importante, puisqu'elle a menacé les États-Unis d'un arrêt des exportations de minerais critiques, de terres rares, etc., des produits qui sont indispensables à l'économie et à la tech américaine. Est-ce qu'on peut dire que Trump a eu le dessous dans cette affaire de rapport de force commerciale engagé avec la Chine ? Mais c'est ce qui semble évident à l'heure actuelle. Et c'est pas tout. Parce que, avec la guerre en Iran, que vous mentionniez en introduction, Trump est perçu comme encore plus vulnérable à Pékin. Il est perçu comme weak, faible. C'est vraiment l'horreur pour Trump par son interlocuteur chinois. A loser. Or, dans le contexte de la guerre en Iran, Trump a besoin de deux choses de la part de la Chine. D'abord, que cette dernière cesse tout soutien à l'Iran. On sait que des entreprises chinoises ont fourni du renseignement, notamment de l'imagerie satellitaire à Téhéran ces dernières semaines. Et deuxièmement, Trump va certainement demander à Xi Jinping de faire pression sur Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Donc on ne sait pas très bien comment les pièces du puzzle vont s'emboîter à la fin de la visite de cette semaine. Quelles vont être les monnaies d'échange dans le dialogue sino-américain ? Est-ce que ça va être la sécurité de Taïwan ? Est-ce que ça va être la tech, le commerce ?
On en reparle dans un prochain épisode. Eh bien, la suite au prochain épisode, alors Laurence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.